L'essentiel de l'actu de la semaine, c'est chez nous et maintenant. Bonsoir et bienvenue. Après les fêtes de fin d'année, la politique a repris ses droits cette semaine. Le FNDC a relancé sa série des manifestations de rue lundi dernier pour continuer à exprimer son opposition au projet de nouvelle constitution souhaité par le chef de l'État. C'était la toute première marche anti-troisième mandat de l'année. Tout comme les précédentes, cette autre dite marche de l'ultimatum est partie de Yimbaya Taneri jusqu'à Dixine Terrasse en Soubey-le-Baldé. C'est le dernier acte du premier round des marches pacifiques du FNDC contre le troisième mandat ou la nouvelle constitution. Les meneurs du mouvement l'ont appelé la marche de l'ultimatum au pouvoir d'Alpha Condé. Les leaders du FNDC disent avoir montré une nouvelle fois leur capacité de mobiliser le maximum de militants pour s'opposer à ce qu'ils appellent coup d'État constitutionnel. En ce lundi 6 janvier, c'est un Sidya Touré, la main droite attachée sous l'effet d'une entorse qui a quitté son domicile pour participer à la marche. L'homme politique n'a pas pu suivre tout le trajet à cause de son mal. J'ai l'épaule déboîtée, je dois aller pour ça à Abidjan, mais je ne peux pas rester là-bas. Je suis venu pour participer à la marche, quel que soit mon état, parce qu'il n'est pas question que nous laissons passer une telle occasion. Nous devons nous manifester et nous avons dit, ça c'est la dernière marche pacifique, parce que c'est une provocation. Je ne vois pas pour quelle raison Alpha Condé peut se tailler une constitution pour lui seul, simplement pour rester au pouvoir. Nous ne l'accepterons pas et quel que soit mon état, je manifeste contre cela. Au niveau du camp Carrefour de Yimbaya, il a alors rebroussé chemin. Le trajet Bessia Kondeboui, Hamdallah Bellevue jusqu'à Dixine, la mobilisation des opposants au troisième mandat est grande. Faya Milimono du BL, Abdul Kabele Kamara du RGP, Selouda Diallo de l'UFDG, Ousmane Kaba du PADES, Ali Ouba du Modèle, pour ne citer que ceux-là, sont tous dans la marche. Pendant tout le parcours, les militants du FNDC ont scandé des slogans hostiles au pouvoir en place. C'est à Dixine Terrasse, point de suite de la marche, que les leaders du FNDC ont tenu les discours de leur dernière manifestation, dite marche de l'ultimatum à Alpha Condé et à ses militants. Vous venez donc de suivre l'acte 7 de la série des marches anti-troisième mandat déclenchée le 14 octobre dernier par le FNDC. Ce bloc qui s'oppose au projet de réforme constitutionnelle prôné par le chef de l'État a prévu une autre journée de contestation ce lundi, mais cette fois-ci, le FNDC n'a pas adressé des lettres d'information aux autorités et n'a défini aucun itinéraire à suivre. Il demande à ses sympathisants de manifester chacun dans son quartier. En réaction à cette décision, le gouvernement a fait des mises en garde avant de promettre à la population qu'il assurera sa sécurité en faisant respecter l'ordre public. Les Guinéens connaissent donc un début d'année particulièrement mouvementé car le secteur de l'éducation aussi est confronté à une nouvelle crise depuis jeudi dernier. C'est la grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG. Il a paralysé les cours dans plusieurs établissements scolaires de Conakry. C'est le cas du collège Château d'Eau dans la commune de Kaloum. Même constat au lycée et collège 1er mars de Matam. Là-bas d'ailleurs, les salles de classe étaient même fermées. Il faut signaler que nos reporters n'ont pas eu l'autorisation de faire leur constat au lycée du 2 octobre, situé tout près du ministère de l'Éducation nationale. Reportage en Soubey-le-Baldé sur Ekandja Bangoura et Abdoulaye Keïta. Nous avons commencé notre constat au lycée Kipé. Dans cet établissement, les élèves ont massivement répondu présents. Dans les salles de classe, ils font les cours avec les enseignants qui sont présents. Il y a eu pas mal de théories qui, à un moment donné, étaient considérées comme la plus petite particule. Vivre. Oui. Voilà. Le proviseur nous a livré les statistiques du jour. Pour un effectif de 1281 programmés, nous avons 1092 élèves présents dans les différentes classes. Et pour ce qui concerne les demoiselles, elles sont 416 pour toute l'école. Et là, on a 392 qui sont présents.
Pour le corps enseignant en situation de classe, nous avons 23 professeurs programmés pour 8 heures. Et parmi les 23, on a 17 qui sont présents. Donc il n'y a que 6 qui n'ont pas répondu. Et au niveau de l'encadrement, nous sommes 24. Les 24 sont naturellement présents. Sauf que dans certaines salles de classe, il n'y a ni élèves ni enseignants. Nous avons posé la question au proviseur pour savoir pourquoi le nombre pléthorique d'élèves dans les salles occupées. Vous avez la classe de terminale maths 1 que vous avez visité là. Il y a en maths 2, le professeur de physique qui n'est pas venu. Les enfants ont préféré venir suivre le cours de philosophie pour ne pas rester comme ça. Ils sont venus. Donc vous avez vu comme ça, 2 classes dans la salle 5 qui représentaient les terminales maths 1 et 2. De là, nous sommes allés au lycée Donka dans la commune de Dixine. Là-bas, la proviseure s'est juste contentée de nous dicter les statistiques sans pour autant nous autoriser à faire le constat dans les salles de classe. Sur les 12 encadreurs qui étaient programmés, il y a 9 qui sont présents. Les 2 autres qui ne sont pas présents, leur absence n'est pas liée à la grève. C'est pour d'autres raisons. Ils s'absentaient avant même ici, c'est pour d'autres raisons. Donc, sinon, on allait faire le 100% côté encadrement et direction. Pour les enseignants programmés, sur les 13 programmés également, il y a un qui a été muté, il y a un aussi qui est parti à la retraite. Donc, ce matin, nous avons 11 présents, 11 enseignants présents. Les élèves sur les 562 programmés, dont les 162 filles, nous avons 375 présents, dont 55 filles. Partout dans ces écoles, les élèves interviewés se disent préoccupés de leur avenir. Ils invitent leurs collègues à venir suivre les cours. Tous ont lancé un message à la retenue et à la compréhension pour sauver l'école guinéenne. Lors d'une assemblée générale qu'il a présidée samedi dernier dans la matinée, le secrétaire général du SLEG s'est félicité de ce qu'il appelle la réussite des premiers jours de cette grève illimitée. Aboubakar Souma a ensuite invité les enseignants à observer le mot d'ordre qu'il reste maintenu. Et puis, la session ordinaire hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue jeudi dernier au palais Sékou Touré sous la présidence du chef de l'État. Comme d'habitude, le locataire du palais Sékou Touré a encore donné des instructions aux membres du gouvernement. Alpha Condé leur demande notamment de communiquer suffisamment dans les médias pour contrer ce qu'il appelle la campagne de désinformation menée par les ténors de l'opposition. Il les accuse d'ailleurs d'être à la base du retard économique du pays. Je vous propose un extrait du compte-rendu d'Aboubacar Silla, porte-parole du gouvernement. Suivez. Le président de la République a instruit le ministre en charge du tourisme et de l'hôtellerie de veiller à l'utilisation accrue de la main-d'œuvre locale lors du recrutement du personnel des hôtels, tout en encourageant vivement à la promotion des produits locaux dans les services de restauration offerts par les différents réceptifs. Le chef de l'État a invité les ministres en charge du transport et de l'environnement de faire prendre les mesures nécessaires à la cessation des nuisances liées à la pollution de l'atmosphère dans le voisinage du port de Conakry, du fait des opérations de manutention du clinker importé par les unités industrielles de production de ciment. Le président de la République a invité les membres du gouvernement à communiquer régulièrement dans les médias afin d'informer les populations sur le bilan réel du gouvernement et sur les enjeux politiques, sociaux et économiques actuels. En effet, seule une communication intensive et basée sur des faits concrets pourrait atténuer de manière significative les effets de la désinformation et de la manipulation organisées par l'opposition politique dont les principaux ténors sont, à plus d'un titre, responsables du retard économique enregistré par notre pays. Restons dans le chapitre communication du gouvernement avec cette conférence de presse animée vendredi par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Mohamed Lamine Fofana a fait un bilan de ce département depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Dans la phase questions-réponses, les journalistes l'ont amené sur le terrain de l'actualité judiciaire avec l'incontournable dossier des massacres du 28 septembre 2009. Dans la foulée, le ministre
ministre a annoncé la pose de la première pierre ce lundi du bâtiment qui doit abriter le procès de ces crimes dont les parents des victimes réclament justice depuis plus de 10 ans maintenant. Ansoubaïlo Badlé et Abdoulaye Keïta. Dans sa communication, le ministre a parlé des avancées significatives dans le secteur de la justice depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Le dossier des massacres du 28 septembre 2009 reste encore un sujet préoccupant pour les victimes. Le garde des Sceaux a alors annoncé la bonne nouvelle pour la pose de la première pierre du siège qui doit abriter le procès. Cet exercice est prévu lundi prochain sur le site indiqué. Sur la même lancée, Mamadou Lamine Fofana a informé de la date de l'ouverture du procès du dossier 28 septembre 2009. Dès que cela se réalise, et nous pensons que d'ici le mois de mai, cela pourra se réaliser, et nous allons tenir le procès. Nous comptons, nous avons pris des engagements fermes vis-à-vis de la communauté internationale que le procès se tiendra en juin, sinon au plus tard, juin 2020. Et nous tenons à respecter ce délai. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a expliqué le pourquoi Toumba Diakité est détenu en prison sans les autres inculpés dans le dossier du 28 septembre 2009. D'abord, Toumba est lié à deux infractions. Il y a d'une part sa responsabilité dans les événements du 28 septembre, mais il y a aussi sa responsabilité dans la tentative d'assassinat portant sur le président Dadis. Donc, à ce titre, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui et le mandat a été exécuté au Sénégal. On a demandé l'extradition qui a été accordée et c'est à ce titre qu'il est détenu. Donc, il a une double inculpation. Pour le cas du capitaine Moussa Dadis Camara, le ministre de la Justice précise. S'agissant de Dadis, comme vous le dites, il fait partie des personnes renvoyées par le pool des juges d'instruction devant le tribunal criminel spécial. Et je vous garantis qu'il sera présent à la barre le jour convenu. Pour le reste des autres cas de mort d'hommes, Mamadou Lamine Fofana a déclaré qu'il est très difficile de mener des enquêtes, surtout quand il s'agit de manifestations. Malheureusement, ces morts d'hommes interviennent au cours de manifestations politiques ou syndicales et il est difficile, la police judiciaire, elle ne peut que reconstituer ou tenter de reconstituer parce que les gens sont en mouvement, il y a des tirs, je ne sais pas d'où ça vient, et il y a mort d'hommes. Donc, il faut une reconstitution et je vous assure que c'est très lent. Un mot d'ordre sur le processus électoral. Le président de la CENI a animé mardi une conférence de presse pour faire le point sur le nombre des partis politiques ayant fait acte de candidature pour les élections législatives du 16 février prochain. Selon Amadou Salif Kébé, 29 partis ont postulé pour la liste nationale à la proportionnelle et 14 à l'uninominale. Suivez. À ce jour, la CENI s'engage pleinement au service du processus électoral. Pour le cas présent, il est uniquement réservé aux élections législatives, a déclaré le président de la CENI. La date du 16 février prochain est toujours maintenue pour l'organisation des législatives, sauf en cas de désagrément venant de l'extérieur de la CENI, a affirmé Salif Kébé devant les journalistes ce mardi. C'est suite à cela qu'il a alors rendu publique la liste des partis politiques qui sont retenus pour prendre part aux législatives à venir. Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, 29 partis politiques ont été retenus par la CENI. C'est-à-dire que chaque parti politique a présenté une liste de 76 candidats. Au scrutin uninominal majoritaire à un tour, 14 partis politiques ont été retenus. Autrement, pour briguer les suffrages dans les 38 circonscriptions, 14 partis politiques ont présenté des candidatures. Sans pour autant préciser de date, le président de la CENI informe que la prochaine étape sera de déployer les missions d'affichage des listes provisoires dans les quartiers. Cela va consister à permettre aux citoyens de vérifier leur inscription effective, s'il n'y a pas d'erreur dans la transcription de leurs données alphanumériques,
ainsi que tout ce qui va avec. Donc au terme de cette opération, tous les inscrits auront l'occasion de faire corriger leurs données alphanumériques dans les commissions administratives d'affichage et de correction des listes provisoires. Salifou Kébé réaffirme sa ferme volonté et celle de son institution de respecter le chronogramme établi pour la tenue des élections législatives. Je voudrais encore vous assurer de l'indépendance et de la quiétude au sein de la CENI et son profond attachement au respect de la loi et de son professionnalisme. Nous nous attachons au respect du chronogramme que nous-mêmes nous sommes définis et toutes ces opérations vont être conduites ou sont en train d'être conduites dans les règles de l'art et dans le strict respect des procédures. 72 heures après cette conférence du président de la CENI, la directrice du département fichier électoral de cette institution a elle aussi donné les résultats du dernier recensement des électeurs. De 6 millions d'électeurs, environ le corps électoral guinéen est passé à plus de 8 millions d'électeurs. Des résultats contestés par l'opposition qui menacent d'ailleurs d'empêcher la tenue des législatives en février prochain. Le ministère de l'Information et de la Communication œuvre en faveur de l'esprit d'une presse nationale. Pour ce département, le concept presse publique et privée n'a plus sa place dans le monde des médias guinéens. En tout cas, c'est l'idéal. Pour atteindre cet objectif, les autorités ont créé un cadre permanent de concertation entre la presse publique et la presse privée. Cette plateforme d'échange a été officiellement lancée jeudi et mercredi par le ministre Amara Somparé. Suivez les explications d'Oumar Kondé. C'est un cadre permanent de concertation entre la presse publique et privée qui vient d'être lancé par le ministre de l'Information et de la Communication. Il vise à lever les barrières entre ces deux entités pour une franche collaboration en vue de donner une bonne image d'une presse nationale. L'opérationnalisation de cet espace d'échange et de propositions pour une meilleure pratique de la profession de journaliste dans notre pays marquera, nous l'espérons, un tournant décisif dans la vie de la presse nationale. Elle vise à renforcer la professionnalisation des médias dans l'environnement numérique par des réformes du cadre institutionnel et normatif. Nous pensons aussi que la dynamique d'unité d'action de la presse publique et privée nécessite un recadrage institutionnel des relations entre les deux entités. Selon Cheikh Ahmed Diallo, ce cadre d'échange sera un espace ouvert à tous pour une meilleure pratique du métier. Nous osons croire que les propositions issues de ce cadre permettront de rassurer les intervenants dans le système national d'information afin que la presse guinéenne joue pleinement son rôle dans la marche pour le développement et l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Mesdames et messieurs, le cadre permanent de concertation entre la presse publique et la presse privée ne sera pas un espace fermé. Les contributions de tous sont attendues. Talibé Barry, représentant de l'URTELGUI au sein de ce cadre d'échange, annonce déjà ses attentes. Qu'il soit la presse publique ou la presse privée, que les problèmes que nous vivons tous les jours, au quotidien, ensemble sur le terrain et dans nos rédactions, que ce cadre puisse justement prendre ces problèmes en charge, surtout quand ils sont de l'ordre, disons, institutionnel. C'est la deuxième fois que le cadre permanent de concertation entre la presse publique et privée est expérimenté en Guinée, même si celui de l'année 2002 n'a pas été à la hauteur des attentes. Pour terminer, page noire avec cette disparition qui touche à la fois la presse et le monde de la culture. Journaliste en langue nationale Soussou à la RTG, ancien chef d'orchestre à Dubreka et fondateur de la troupe PC, Al-Rali Mohamedou Keïta est décédé en début de semaine à l'hôpital Ignace Dine. Avant l'enterrement de sa dépouille dans son village natal, ce personnage hors du commun a bénéficié des hommages public rendu lors d'un symposium organisé vendredi matin à Conakry. Alpha Ibrahima Touré pour plus de détails.
Décédé mardi dernier des suites de maladie, l'ancien journaliste fondateur de la troupe artistique PC et premier maire de la plus grande commune de la capitale, Matoto, Alkali Mohamed Keita a regagné sa dernière demeure ce vendredi. Mais avant, un hommage dû à son rang lui a été rendu à travers un symposium au palais du peuple. L'âge Alkali Mohamed Keita a été partout, a touché à tout et a toujours su s'en sortir. Le bon fils de Bouramaya Koubia, comme on aimait l'appeler, n'a pas été seulement fondateur de PC, mais aussi cofondateur de Benso Sodia d'un côté et conseiller du fondateur de l'autre troupe appelée Benda. Je vous dévoile aujourd'hui un secret. Alkali a été cofondateur de Benso Sodia. L'homme n'a jamais accepté l'échec. Quand il nous a manqué de subventions de la part de l'État, il nous a demandé de transformer notre association en union. Les hommages ont été à la fois pathétiques et inconsolables. Du haut de la tribune, le conseiller personnel du Premier ministre, chef du gouvernement, n'a pas pu retenir ses larmes au cours de son témoignage. Alkali Mohamed Keita très tôt a commencé sa mission. Il était notre secrétaire aux arts et à la culture. Lui, Alkali Mohamed Keita, et Cheikh Oumar Kabala, un point pour lui. Par la même occasion, l'honneur est revenu au syndicaliste Yamoussa Touré de lire l'oraison funèbre avant les mots de remerciement des membres de la famille de l'illustre disparu. Vie professionnelle de 1963 à 1964, enseignant à l'école primaire de Télémine. Je m'incline très respectueusement devant ta mémoire. Cher papa, tu nous as abandonnés à mi-chemin entre l'honneur et la gloire pour un voyage inopiné à destination inconnue. C'est la fin de ce condensé à tous. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.